Mais qu'est-ce qui a poussé ces gens qui luttaient simplement pour survivre à peindre? La grande majorité de ces images semblent représenter des animaux. Une découverte stupéfiante a émergé de peintures rupestres souterraines profondes, remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur l'histoire de l'humanité. Les experts sont perplexes face à l'âge et au style de ces œuvres mystérieuses. Cette découverte pourrait-elle changer notre compréhension de nos ancêtres? Que signifient réellement ces images anciennes? Quel est leur âge exact? Rejoignez-nous pour percer le mystère. Une découverte souterraine cachée révélée lors de travaux de prospection de routine. L'exploration a commencé lors de travaux de terrain géologique classiques. Une équipe était chargée de cartographier les formations géologiques d'une zone désertique de Badlands. Cette partie de la région était considérée comme vide et sans grande importance historique. Aucune structure ancienne n'y avait jamais été découverte. Aucun objet ancien n'y avait été répertorié. Aucun indice de civilisation antérieure n'avait été relevé, et les archives ne laissaient rien présager de l'intérêt de la région au-delà des informations géologiques de base. De ce fait, les scientifiques abordèrent leur mission avec peu d'espoir de découvrir quoi que ce soit d'intéressant. Le territoire était perçu comme ordinaire paisible et peu susceptible de révéler quoi que ce soit d'extraordinaire. Tout bascula lorsqu'un relevé satellite mit au jour une découverte surprenante sous terre. Une anomalie fut détectée sur l'une des images, suggérant un espace creux là où se trouvait normalement de la roche solide. Dans un premier temps, cette découverte fut considérée comme un simple dysfonctionnement. Les opérateurs soupçonnaient un problème technique d'être à l'origine de cette lecture inhabituelle. Les problèmes logiciels sont fréquents lors des relevés, notamment sur les terrains difficiles. Par précaution, l'équipe décida de redémarrer le système et de relancer le relevé. Le second scan a donné le même résultat révélant l'espace creux au même endroit. Par précaution, l'équipe a effectué d'autres scans sous différents angles et avec différents filtres. Elle a également vérifié d'anciennes données de la zone. Tous les tests ont confirmé ce constat. L'anomalie persistait sans disparaître ni se modifier. Ce résultat constant a démontré qu'il ne s'agissait pas d'une simple erreur aléatoire ou d'un problème système. En examinant plus attentivement les scans, les analystes ont remarqué un autre détail intéressant. Contrairement aux grottes souterraines naturelles, la forme de cette cavité ne présentait pas le contour irrégulier et accidenté typique des grottes naturelles façonnées par l'eau, la pression et l'érosion. Les parois des grottes naturelles sont généralement sinueuses et tortueuses, sans structure clairement définie. Mais ce vide était différent. Elle présentait des bords droits et des angles nets, et sa profondeur variait de façon régulière et contrôlée, contrairement aux formes irrégulières observées dans les grottes formées par des forces naturelles. Ces caractéristiques uniques ont suscité des interrogations chez les analystes. Certains chercheurs se sont montrés prudents lorsqu'ils ont suggéré que la formation semblait avoir été façonnée intentionnellement. Cette hypothèse paraissait difficile à croire, surtout compte tenu de son emplacement. L'endroit était très isolé et aucune trace d'activité humaine passée n'y avait été relevée. Aucune explication évidente ne justifiait la présence d'une construction à cet endroit précis. Cependant, la forme de cet espace vide ne pouvait être expliquée par des processus géologiques naturels. Cette découverte a révélé à quel point le monde souterrain de la Terre demeure un mystère encore inexploré. L'équipe a contacté des guides locaux pour approfondir ses connaissances sur la région. Ces guides ont partagé des informations transmises par leurs expériences et leurs voyages. Ils ont indiqué que les gens évitaient généralement cette partie de la crête, car elle était considérée comme une terre étrange. Certains affirmaient même que les animaux évitaient de paître dans cette zone. D'autres mentionnaient un comportement sonore anormal, les cris ne produisant que peu d'écho. Bien que ces observations n'aient pas été scientifiquement prouvées, elles ont renforcé les inquiétudes déjà suscitées par les relevés. Face à ces preuves de plus en plus nombreuses, une petite équipe a été dépêchée sur place pour enquêter. Arrivée aux coordonnées indiquées, elle a été interpellée par une partie de la crête. Elle a observé une légère dépression à la surface de la roche. La pierre à cet endroit semblait fracturée d'une manière atypique par rapport au schéma d'érosion observé ailleurs dans les Badlands. Les fractures paraissaient plus concentrées et organisées. Au lieu d'être dispersées par le vent ou l'eau, les données satellitaires ont été confirmées sur place à l'aide de scanners portables. Les relevés ont révélé la présence d'un espace creux derrière la roche fracturée correspondant à la profondeur observée depuis la surface.
Cette confirmation s'est avérée cruciale pour vérifier l'existence et l'emplacement de cette cavité souterraine. Un examen plus approfondi a permis de découvrir une ligne verticale droite dans la paroi rocheuse. De plus, une bande de pierres voisines présentait une couleur distincte différente du reste du matériau. Ces caractéristiques indiquaient que l'endroit avait peut-être constitué une ouverture par le passé. Avec le temps, l'entrée sembla s'effondrer et se sceller. Des traces de matière organique furent découvertes à un endroit où elles n'auraient pas dû subsister. Leur présence indiquait qu'un corps ou une entité avait été en contact avec l'entrée avant son effondrement. L'ensemble des preuves recueillies confirma que l'équipe avait mis au jour une entrée scellée menant à une cavité souterraine. Cette découverte fut étayée par de multiples analyses. La forme de la roche, les flux d'air, les marqueurs chimiques, la structure cachée du tunnel et les questions restées sans réponse. Une fois l'entrée scellée entièrement dégagée, l'équipe fit une découverte surprenante. Le tunnel descendait en pente raide bien plus abrupte que prévu. Cette chute brutale prit tout le monde par surprise, obligeant le groupe à progresser avec prudence et à examiner la zone de plus près. En éclairant les parois, ils remarquèrent un autre détail inhabituel. Les surfaces étaient remarquablement lisses, signe d'un contact prolongé et délibéré sur une longue période. À certains endroits, les parois présentaient un léger éclat phénomène qui se produit généralement lorsque la surface est touchée, brossée ou frottée de manière répétée et identique. Cet éclat n'apparaît pas instantanément et nécessite un mouvement régulier. En examinant le tunnel, l'équipe constata que les zones d'usure suivaient un tracé précis le long du couloir. Un géologue fit remarquer que cette usure régulière ne pouvait être due à des causes naturelles aléatoires, car elle était trop uniforme et contrôlée. Cette découverte suscita des inquiétudes, car elle indiquait que quelque chose avait emprunté le tunnel à plusieurs reprises avant l'effondrement de la chambre. L'équipe explorant le passage fut surprise d'apprendre qu'il avait été utilisé par le passé. Cette découverte les amena à s'interroger sur la fonction du tunnel et sur qui ou quoi l'avait emprunté. En s'aventurant plus loin, ils remarquèrent un phénomène étrange. Le son se comportait différemment à l'intérieur. Les voix semblaient plus faibles et les pas ne résonnaient pas comme prévu. Il devenait donc difficile d'estimer la distance d'un son car il s'estompait rapidement. Certains membres de l'équipe cessèrent même de parler tant le silence était inquiétant et l'état d'alerte accru. D'après des notes prises sur le terrain, mais non vérifiées, certains membres de l'équipe pensaient que le silence dans le tunnel était très intense. Ils avaient l'impression que quelque chose à l'intérieur du tunnel influençait la propagation du son. Bien que difficile à quantifier, cette sensation fut partagée par plusieurs personnes. En progressant, ils ne purent ignorer la forme particulière du tunnel. Il se rétrécissait puis s'élargissait soudainement à intervalles réguliers. Chaque élargissement créait un petit espace latéral se détachant du couloir principal. Les espaces latéraux étaient vides, sans encombrement, sans pierres ni minéraux. Les dépôts semblaient nets et intacts, inhabituels pour une grotte naturelle. Un archéologue remarqua leur disposition régulière, suggérant une construction intentionnelle. La constance de la structure d'une section à l'autre éveilla la curiosité. Les membres de l'équipe se demandèrent si le tunnel avait été délibérément construit. Personne ne parvint à déterminer qui avait creusé ce passage, ni pourquoi il était dissimulé dans un endroit si isolé. En avançant, le groupe remarqua des caractéristiques différentes de celles observées précédemment. Certaines veines minérales de la roche luisaient d'une faible lueur verte sous la lumière. Cette lueur n'était pas aléatoire, mais formait de longues lignes qui se prolongeaient tout au long du passage. Le groupe suivit attentivement ces lignes lumineuses, cherchant à comprendre leur origine. Certains membres de l'équipe pensaient que la lueur était une caractéristique naturelle de la roche. D'autres se demandaient pourquoi elle n'apparaissait qu'à certains endroits et suivait des motifs distincts. Cela a amené certains membres de l'équipe à envisager que ces lignes lumineuses aient pu être placées intentionnellement pour faciliter l'orientation dans la grotte. Les mesures de la qualité de l'air ont encore compliqué la situation. On prévoyait une baisse du taux d'oxygène à cette profondeur, mais les appareils de mesure n'ont affiché aucun changement significatif. Les valeurs sont restées stables. Un technicien a constaté que les données étaient plus proches de celles recueillies dans un environnement contrôlé que dans une zone souterraine profonde. Aucune ouverture ni ventilation apparente ne pouvait expliquer cet équilibre. L'atmosphère immobile laissait penser que le tunnel avait été préalablement régulé.
Bien que difficile à croire, les preuves ne fournissaient pas d'explication alternative claire. En examinant de plus près les murs, l'équipe découvrit d'autres marques. Des lignes droites et parfaitement alignées étaient gravées à divers endroits de la pierre. Ces marques ne semblaient pas avoir été réalisées avec des outils de pierre car elles étaient très nettes et précises. Cette précision indiquait l'utilisation d'un instrument d'une précision inédite dans l'histoire ancienne de l'humanité. L'équipe avait des opinions divergentes sur cette découverte, certains pensant que ces marques pourraient être des formations naturelles. Cependant, d'autres contestèrent cette explication, soulignant la cohérence et l'emplacement des marques. La situation se compliqua davantage lors de l'analyse des capteurs de vibration. Les résultats révélèrent des espaces vides plus profondément à l'intérieur de la montagne qui ne faisaient pas partie du réseau connu de la grotte. Ces chambres semblaient être situées derrière des murs épais selon une disposition étrange qui ne paraissait pas naturelle. Chaque relevé suggérait la présence d'une structure cachée plus vaste au-delà des tunnels connus. À mesure que l'équipe progressait, elle commençait à avoir l'impression que la descente était planifiée et non le fruit du hasard. Les traînées lumineuses, l'air stable, les marquages précis et les chambres secrètes indiquaient tous la même direction, la preuve de la présence d'hominidés primitifs évolués. La chambre au fond de la descente était plus grande et mieux organisée que prévu. Le sol était plat solide et étonnamment intact. Au centre des fragments semblaient soigneusement disposés autour d'une plateforme de pierre. L'équipe a d'abord cru qu'il s'agissait de simples morceaux de roche brisés. Cependant, en les examinant de plus près, elle s'est aperçue que les fragments présentaient des arêtes nettes et étaient tous d'épaisseur identique. Leur façonnage était précis, d'une qualité inédite dans la région. Ce niveau de maîtrise suggérait une technique de travail des matériaux dont on ignorait l'existence à cette époque. Ces fragments indiquaient que la chambre avait été intentionnellement aménagée et préparée, révélant un niveau de planification et de savoir-faire exceptionnel. Pendant que l'équipe répertoriait ces fragments, un archéologue explorant l'autre extrémité de la pièce fit une découverte importante, un bras squelettique partiellement enfoui dans un sol compacté. Des fouilles plus poussées révélèrent un corps entier couché sur le côté dans une position précise. Rapidement, 2 autres squelettes furent mis au jour, chacun disposé délibérément comme le premier. Il était clair que ces corps n'avaient pas été dispersés au hasard, mais placés intentionnellement et de manière organisée, révélant une pratique culturelle jusqu'alors inconnue pour cette période. L'équipe a rapidement prélevé des échantillons pour la datation au radiocarbone. Les résultats ont suscité d'intenses débats parmi les archéologues. Les restes ont été datés d'environ 120 ans, bien plus anciens que la période considérée comme celle de l'apparition d'une culture humaine organisée dans la région. On pensait jusqu'alors que les humains ne construisaient pas d'habitation, ne développaient pas de méthodes de stockage et n'établissaient pas d'espace de vie structuré. Cette découverte a remis en question notre compréhension du comportement humain dans la région. Des analyses plus approfondies ont révélé d'autres informations surprenantes. Bien que les proportions semblent humaines, elles diffèrent de la normale. Les os des membres sont légèrement plus longs et les crânes présentent des crêtes crâniennes plus épaisses. Ces caractéristiques étaient présentes chez tous les individus et n'ont pas été considérées comme des anomalies. Les anthropologues ont découvert que les squelettes n'appartenaient à aucun groupe humain connu de cette époque ou de cette région. Ces découvertes suggéraient la présence d'une population inconnue, jamais documentée auparavant. Des signes d'activité organisée étaient visibles autour des squelettes. Les dépôts d'argile près de la plateforme présentaient des empreintes répétées, formant des formes régulières semblables à des fosses de stockage disposées en grille. Cela laissait supposer que la chambre avait autrefois contenu des provisions ou des objets rangés selon un ordre précis. Ce type d'organisation était surprenant pour les populations de cette période, car on pensait que la vie des premiers humains était plus désordonnée et chaotique. Au-dessus de la couche d'argile, les scientifiques ont découvert une petite quantité de suie. Les analyses ont révélé qu'elle était différente de la suie généralement produite par la combustion de bois ou de plantes sur les sites anciens. Cela pourrait indiquer l'existence d'une méthode délibérée et contrôlée de production de lumière ou de chaleur témoignant d'un niveau de connaissance technologique inédit. Certains chercheurs ont émis l'hypothèse que cette découverte pourrait prouver l'existence d'une technique d'éclairage plus avancée. Plusieurs échantillons de sédiments contenaient des fragments de fibres tissées. Ces fibres ont résisté plus longtemps que prévu, ce qui suggère que la chambre est restée stable pendant une longue période.
Leur découverte a démontré que les personnes qui s'y trouvaient savaient tisser une compétence rarement associée aux humains de cette époque et témoignant des capacités avancées de ce groupe. Les parois de la chambre présentaient de légères marques ressemblant à des formes et des lignes simples. Ces marques semblaient constituer un plan ou un système de référence, bien que leur signification restât obscure. Leur organisation suggérait une conception intentionnelle et non de simples gribouillis aléatoires. L'ensemble des preuves révélait une culture hautement structurée et organisée. Les sépultures étaient soigneusement planifiées et agencées. La chambre funéraire était bien entretenue et son utilisation témoignait d'un soin, d'une planification et d'une connaissance des matériaux remarquables. Les objets étaient rangés à des emplacements précis et la lumière et la chaleur étaient contrôlées avec précision. Ils utilisaient également des techniques de tissage spécifiques ainsi que des rituels secrets propres à cette chambre antique. L'équipe dut progresser en file indienne dans un passage étroit pour atteindre la chambre suivante. Chaque pas était une précaution nécessaire. Au fur et à mesure de leur progression, l'espace s'élargissait, leur permettant d'ajuster l'éclairage. Les murs commencèrent à porter les traces des occupants précédents. Il était évident que le lieu avait servi à bien plus qu'à servir d'abri, comme en témoignent les traces de rituels. Au départ, les marques sur les murs étaient à peine visibles, recouvertes de dépôts minéraux. L'équipe a délicatement retiré les sédiments, révélant des formes dessinées à l'aide de pigments foncés et de traits irréguliers. Certaines étaient de simples lignes groupées, tandis que d'autres formaient des motifs courbes qui se répétaient sur les murs. Ces dessins ne ressemblaient à aucun art préhistorique connu dans la région. Leur disposition semblait délibérée, comme si elles avaient été agencées pour guider le regard du spectateur d'un point à un autre. Près du mur du fond, l'équipe a découvert une dalle de pierre légèrement surélevée par rapport au sol. La surface de la dalle avait été lissée avec une grande précision. Des résidus de cendres de pigments et d'une substance organique inconnue étaient incrustés sur ses bords. Un examen plus approfondi a révélé que la dalle avait probablement servi à plusieurs reprises lors de cérémonies. Certains membres de l'équipe ont émis l'hypothèse qu'il pouvait s'agir d'un autel, tandis que d'autres pensaient qu'elle avait servi de support pour la préparation des objets rituels. Cependant, aucune de ces explications ne rendait pleinement compte, ni des résidus, ni de l'emplacement stratégique de la dalle dans la chambre. Sa position précise laissait supposer qu'elle revêtait une importance considérable. À côté de la dalle de pierre, il y avait de vieilles peintures de personnages sur le mur inférieur. Le temps a endommagé l'œuvre dont seuls quelques fragments subsistent. De petites figures humanoïdes étaient agenouillées en demi-cercle surmontées d'une figure plus grande qui étendait les bras. La tête et le haut du corps de cette dernière étaient effacés, la rendant difficile à identifier. Malgré les parties manquantes, la scène semblait être une cérémonie. On a d'abord pensé que les petites figures exprimaient une soumission ou faisaient une offrande. Mais sans l'image complète, la signification exacte restait obscure. Sur un autre mur, des empreintes de mains bicolores étaient visibles. Une rangée montrait des mains entières pressées contre le mur. La rangée inférieure présentait des mains aux doigts manquants ou déformés, suggérant une altération intentionnelle avant l'impression. Cette découverte a inquiété certains membres de l'équipe. Certains pensaient que les empreintes pouvaient représenter différents groupes ou rôles au sein de la société. D'autres y voyaient des marqueurs symboliques utilisés lors de rituels. Faute de consensus, le débat persista. Le sol de la chambre révéla un nouveau mystère des pierres disposées en un cercle presque parfait. Des traces de feu allumées à plusieurs reprises le long du bord intérieur indiquaient que l'endroit n'était pas utilisé pour la cuisson ou simplement pour se chauffer. Son agencement semblait indiquer qu'il faisait partie d'activités rituelles. Les marques murales, les empreintes de mains et les formations de pierre révélaient que cette culture agissait avec une intention précise. Chaque élément avait une signification particulière. L'ancienneté des vestiges rendait la chambre d'autant plus impressionnante. Aucun des aspects cérémoniels ne correspondait à la période suggérée par les restes squelettiques découverts précédemment. Des preuves évidentes de pratiques rituelles complexes existaient, mais personne ne pouvait expliquer comment ces pratiques avaient pu perdurer si longtemps. Chaque détail soulevait plus de questions que de réponses. L'équipe venait de terminer l'enregistrement de la dernière partie de la chambre lorsqu'elle aperçut un passage obstrué au fond. Les pierres du plafond étaient disposées d'une manière inhabituelle par rapport au reste des débris.
Elles semblaient avoir été placées intentionnellement et non suite à un effondrement. On aurait dit une barrière construite délibérément. Lorsque l'équipe commença à dégager l'obstruction, la température de la pièce changea légèrement. Un mince courant d'air sec s'échappa de derrière les rochers. Ce qui était scellé à l'intérieur l'avait été pendant très longtemps. Le plafond travaillé suggérait des secrets enfouis depuis des siècles attendant d'être découverts. Chaque élément de la chambre témoignait d'une conception intentionnelle. Les marques, les empreintes de mains, la dalle de pierre, les figures peintes et le cercle de feu révélaient une culture capable de planifier avec soin de penser symboliquement et de pratiquer des rituels répétés. La chambre aux peintures impossibles. Lorsque le dernier obstacle fut levé et que la lourde dalle fut déplacée, une bouffée d'air humide s'échappa de l'espace obscur. L'entrée s'élargit peu à peu, juste assez pour laisser passer l'équipe. Leurs lampes éclairèrent la chambre et tous s'arrêtèrent net. Les murs étaient ornés de peintures imposantes, complexes et remarquablement bien conservées. Les couleurs paraissaient éclatantes, comme si elles venaient d'être peintes, malgré l'ancienneté de la pièce. L'état de conservation exceptionnel de ces œuvres d'art si anciennes, restées intactes pendant tant d'années, laissait perplexe. Le plus grand panneau qu'ils observèrent en premier représentait un groupe de figures humaines disposées en cercle. Chaque corps présentait des lignes détaillées sur les bras, les côtes et le crâne, évoquant des schémas de l'anatomie interne avec une précision surprenante pour l'époque. D'après les restes squelettiques découverts sur le site, la scène fut estimée à 120 ans. Un expert médical fit remarquer que certains traits représentés étaient inconnus des civilisations anciennes. Comment des humains de cette époque avaient-ils pu posséder des connaissances aussi avancées? Un mystère. À côté du cercle se trouvait une autre figure plus grande que les autres, aux longs bras et au corps élancé. Cette figure ne ressemblait à aucune espèce humaine connue. Sa tête était allongée et dépourvue de traits distincts. Sa posture suggérait qu'elle veillait sur le groupe. Un trait de pigment sombre s'étendait de sa main aux humains, les reliant d'une manière significative. Certains membres de l'équipe y virent une scène d'enseignement comme si la figure guidait les humains. L'image suivante était encore plus troublante. Elle représentait une personne allongée au sol, deux autres debout à ses côtés. Au-dessus d'elle, une grande silhouette non humaine les surplombait, les observant d'un air de supervision. La personne au sol avait la poitrine ouverte, révélant ses organes internes de façon crue et choquante. Certains experts y virent la représentation d'un sacrifice rituel, tandis que d'autres y virent une intervention chirurgicale ou un examen scientifique. Aucun des chercheurs ne se sentit à l'aise d'exprimer son interprétation à voix haute. Plus bas sur le mur des tableaux représentaient des personnes rassemblées autour d'un feu. Les flammes peintes de différentes couleurs semblaient en mouvement. Les personnages avaient les bras levés et une grande silhouette se tenait au-dessus d'eux. Autour de cette silhouette, on distinguait également des formes plus petites, évoquant des corps brisés ou des objets en chute libre. Le message du tableau restait obscur, mais il semblait évoquer la destruction ou le sacrifice. Une autre fresque représentait un paysage dévasté. Des silhouettes sombres émergèrent du sol tandis que des gens couraient vers une petite ouverture. Dans un coin, une personne de grande taille se tenait seule, contemplant la destruction. L'image laissait supposer que cette personne savait ce qui allait se produire. Cependant, aucune preuve scientifique ne corroborait la survenue d'une catastrophe d'une telle ampleur à la période indiquée par la pièce. Chaque paroi de la chambre était ornée de dessins qui remettaient en question notre compréhension de l'évolution humaine. La précision et le détail des dessins, ainsi que la présence d'une créature inconnue, rendaient la datation de la chambre difficile. Les images contredisaient les connaissances scientifiques, historiques et biologiques de l'époque. Une fois les peintures extraites de la grotte en toute sécurité, l'équipe réalisa la complexité et la difficulté d'interprétation de leur découverte. Le niveau de détail des œuvres dépassait leurs connaissances. Les divergences avec les connaissances historiques étaient trop nombreuses pour être ignorées. L'équipe décida de confier ses découvertes à des experts pour un examen plus approfondi. La responsabilité d'interpréter le contenu de la chambre passa de l'équipe de terrain à ses spécialistes, qui devaient désormais relever le défi de percer le véritable sens des images. La chambre demeurait un mystère. Chaque mur était recouvert d'un savoir étrange de détails complexes sur la vie et de représentations d'instructions de dévastation et de cérémonie. Les figures anthropomorphes, leurs symboles et l'observateur surnaturel ne correspondaient à aucune période historique connue.
Aucune étude antérieure n'avait permis d'éclaircir le mystère de cette chambre. Il revenait aux experts de déchiffrer les messages contenus dans ces peintures. Ils devaient analyser chaque aspect, établir des liens avec le passé et tenter de percer le sens d'informations qui semblaient impossibles à comprendre. La chambre est le symbole d'un phénomène difficile à appréhender pleinement. Ces murs recèlent des informations susceptibles de bouleverser notre compréhension de l'histoire et de l'évolution humaine. Les images qu'elles renferment soulèvent des questions sur l'intelligence, la biologie et la culture remontant à une époque bien plus reculée qu'on ne le pensait. Les scientifiques s'efforcent encore de comprendre la chambre, ses figures et ses détails complexes. Cette découverte a mis en lumière les difficultés liées à la recherche sur le terrain. L'équipe a pu enregistrer, protéger et observer les lieux. Cependant, l'interprétation des résultats a nécessité une expertise pointue. La chambre a confronté l'équipe à une situation inédite, des peintures qui en principe n'auraient pas dû exister. Les photos prises dans la chambre furent rapidement partagées avec des experts. Elles suscitèrent des réactions vives et immédiates. Aucun groupe ne souhaitait se charger de l'interprétation des découvertes. Certains archéologues pensaient que les peintures avaient été ajoutées bien après la construction de la chambre. Mais des analyses révélèrent que la peinture était aussi ancienne que les murs eux-mêmes. Cette révélation inquiéta de nombreux experts. Les anthropologues ont étudié de près les dessins et ont constaté qu'il était improbable qu'un groupe préhistorique ait été capable de créer des images anatomiques aussi détaillées. Certains experts ont avancé que les images étaient symboliques plutôt que réalistes, mais la précision des structures internes suggérait le contraire. Quelques spécialistes ont reconnu que les dessins ressemblaient à des schémas trouvés dans d'anciens textes médicaux écrits des milliers d'années plus tard. Cette découverte a interrompu la discussion, car personne ne pouvait expliquer comment de telles connaissances avaient pu exister durant la période indiquée par la datation. La grande silhouette a créé une tension palpable dans la pièce. Les experts n'ont pas réussi à s'entendre sur sa signification. Certains y voyaient un symbole spirituel ou un être mythique. D'autres remarquèrent que ses proportions étaient trop exactes pour être une invention. Quelques chercheurs l'ont comparé à des figures d'art rupestre anciens provenant de différentes régions, mais aucune de ces représentations n'était aussi détaillée. La figure apparaissait régulièrement toujours dans un rôle de guide ou d'observateur. Cette constance inquiéta de nombreux chercheurs et laissa supposer une forme d'influence plutôt qu'une simple légende. Des scènes de procédures médicales et de sacrifices alimentèrent de nouvelles controverses. Les experts médicaux s'accordaient à dire que la représentation de la poitrine et des organes internes était correcte et non le fruit du hasard. Certains pensaient que le groupe avait découvert ces détails par tâtonnement. D'autres affirmaient qu'aucune preuve archéologique de telles pratiques avancées n'existait à cette époque. Le débat, initialement axé sur l'interprétation, a rapidement fait place à l'inquiétude. Après avoir examiné la fresque de destruction des géologues, se sont joints à la discussion. Ils ont tenté de la comparer à des impacts et des catastrophes environnementales passées, mais sans succès. Le niveau de dévastation visible sur l'image était sans précédent pour l'époque. Certains chercheurs ont suggéré que la scène pourrait être la prédiction d'un événement futur plutôt qu'un fait passé, ce qui a suscité un malaise encore plus grand. Vers la fin de la première semaine d'étude des peintures, deux idées principales se sont dégagées. Un groupe pensait que les peintures étaient symboliques et témoignaient d'une culture créative dotée d'une imagination avancée. L'autre groupe soutenait que ces découvertes remettaient en question notre compréhension de l'histoire humaine. Malgré leurs divergences, les deux camps s'accordaient sur un point: l'existence de ces peintures était inattendue. Avec l'arrivée de nouveaux spécialistes, les discussions se sont intensifiées. La Chambre avait placé la communauté scientifique dans une position délicate. L'enjeu principal n'était plus seulement l'interprétation des peintures. Le principal sujet de discussion est alors devenu la méthode de création des peintures. Les informations provenant de la Chambre n'étaient pas destinées à être divulguées au public en l'état. Des courriels mentionnés ultérieurement dans d'autres rapports ont révélé que certains services suggéraient de différer la diffusion des images jusqu'à ce que le contexte soit mieux établi. Ils prétendaient vouloir éviter la propagation de fausses informations. La véritable raison était l'absence d'explications convaincantes face aux questions du public. À mesure que les discussions s'intensifiaient, l'accès au site fut progressivement restreint. Seuls quelques chercheurs y participaient encore et ils n'eurent accès qu'à une partie de la documentation. Les premiers analystes commencèrent à remarquer des différences dans la manière dont leurs déclarations étaient résumées. Certains affirmèrent que leurs explications avaient été modifiées pour paraître plus prudentes.
D'autres constatèrent que leurs inquiétudes avaient été complètement occultées. On ignorait si cela était intentionnel ou dû à un contrôle administratif. Les rapports officiels concernant la chambre le présentaient comme une découverte inhabituelle mais maîtrisable, sans mentionner les scènes alarmantes qui avaient inquiété de nombreuses personnes. Certains chercheurs ont consigné secrètement leurs inquiétudes par écrit. Ces notes diffusées discrètement parmi les universitaires révélaient la crainte que les peintures ne soient pas destinées au peuple de leur créateur. L'apparence de la grande silhouette, la précision de son anatomie et les scènes de destruction suggèrent que les artistes pensaient immortaliser un événement important. On ignore s'il s'agissait d'un avertissement, d'un témoignage historique ou d'un message. Les experts s'efforcent encore de percer le mystère de cette chambre, de ses œuvres d'art et de cette mystérieuse figure.